C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans un phénomène de courbure, d'interaction qui courbe, qui modifie en permanence les états. Donc c'est aussi ça la responsabilité partagée, c'est d'être conscient que notre façon d'être a un impact dans tout notre environnement. Mais ce n'est pas une responsabilité associée à la culpabilité, hein, ce n'est pas du tout le propos. C'est en termes de conscience, c'est en termes d'ajustement qualitatif et de reconnaissance à la fois de ce qui est semblable et différent. Comme généralement, en fait, c'est le chant qui unifie nos différences. On a, d'un point de vue culturel, tendance à vouloir chercher, de façon un peu fabriquée, l'harmonie. Et les accords entre nous, c'est pas nécessaire. Je crois que l'abondance, elle vient de la diversité aussi, et que dans l'ancien mode, on se rassemblait surtout sur le semblable. Et actuellement, on va pouvoir se rassembler sur suffisamment de différences. Une différence suffisante pour qu'il y ait une véritable augmentation. Mais ce n'est pas immédiatement harmonieux. Mais ce n'est pas un problème, on n'a pas besoin d'être d'accord pour coexister. Il suffit d'assumer notre champ de cohérence et laisser les autres champs de cohérence d'être et faire confiance en fait que c'est le champ unifié de l'univers qui unifie. C'est pas à nous de fabriquer de l'harmonie. Elle est disponible dans la profondeur des champs. Et elle se fait naturellement, en fait. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de liberté d'être. Et on porte moins l'attention à la régulation des relations. On a porté énormément d'attention à ça, avec beaucoup d'analyse de l'interrelation. Mais à un moment donné, ça devient assez obsessionnel et ça tourne très très vite en boucle. Alors qu'il y a des régulateurs qui sont très simples, qui sont dans cette expansion des champs et c'est là où l'unification se fait. C'est pas pour rien qu'il y a la quête de la théorie de l'unification. Elle se cherche dans des dimensions de l'univers, c'est pas quelque chose que nous fabriquons. C'est quelque chose qui est et que nous avons besoin de découvrir. Alors il y a plein de méthodes pour découvrir. Alain va nous proposer d'autres méthodes bientôt. Je ne sais pas à quelle heure il est, parce que j'ai aucune notion du temps. Ok, donc bientôt tu verras. Une dernière question. Oui, bien sûr. C'est juste un petit témoignage en écho ce que tu disais sur les vibrations sonores. Dans la première séquence musicale qui était assez longue, et au bout d'un moment, j'ai senti quelque chose qui m'explosait vraiment, c'était responsabilité. Mais ce n'était pas le mot responsabilité, c'était l'être qui s'alignait comme ça, et ça prenait toute la place. Ça venait vraiment m'imprégner. Voilà. Alors, une dernière question. Je ne sais pas si ce sera la dernière. Pour répondre à la question du musicien dont j'ai oublié le nom. Étienne. Ce qui fait l'universalité du son que tu émets avec ta trompe géante, là, en fait, c'est la syllabe « om » que tu fais. C'est une façon instrumentale de faire le mantra « om ». Qui est Brahman, qui est Atman, donc la conférencière qui connaît bien chez Aurobindo, connaît ça. Dans la crypte en bas, il y a un swami védantiste qui est en train de faire une méditation guidée où il explique que chaque cellule et molécule de notre corps exprime cette syllabe Om par un son qui ressemble étrangement à ce que tu fais. Alors après, tu fais des choses un peu plus... Tu brodes dessus, mais l'essence de ça, quand je l'ai entendu, c'est Om, quoi. C'est le son Om. Voilà, donc ça c'est ma réponse à ta question, donc c'est pas une question, et je voulais aussi remercier Dominique d'avoir bien positionné la science à sa place. Merci d'avoir rendu hommage à Gödel. Et bon, c'est tout. Merci. Oui, je voudrais dire quelque chose, que depuis tout à l'heure, j'avais envie de témoigner que j'étais attirée par la
la géométrie sacrée, ce qui était rouge là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me regardait. Et je n'ai pas osé en parler parce que tout le monde parlait d'autre chose. Et j'aurais bien aimé avoir un petit aperçu sur ce que ça signifie ou sur ce que ça produit. Par rapport à la trame, on parlait. Par exemple, là, il faut vraiment s'approcher parce qu'évidemment, quand c'est sur fond noir, il faut regarder de très près. C'est-à-dire que tous ces mandalas sont faits à partir de la géométrie sacrée de la fleur de vie. Donc la première, celle-ci, c'est une fleur de vie expansée, c'est-à-dire que c'est une loi d'augmentation de jour en jour, parce que c'est analogique avec les 7 jours de la création. Donc en résonance avec le texte et en décomposant en fait grâce au tracé de compas chaque étape du processus, et je me suis rendu compte qu'il y avait une augmentation, c'est-à-dire que soit la fleur on la laisse tracer de façon rigoureuse et on a un cercle qui la contient, mais quand en pénétrant chaque champ de cohérence de chaque jour de la Genèse, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un déploiement du cercle de contenance du noyau central de la fleur. Et c'est comme ça que j'ai ressenti qu'il y avait un processus d'augmentation dans le fait que la création passe à la formation et à la manifestation. Et que l'homme s'inscrit très très bien dans la fleur de vie, au cœur de ce qu'on appelle une vésica piscis, et lorsqu'elle est accomplie, on l'appelle la mandore. C'est-à-dire que le corps humain s'inscrit. Il y a toutes les lignes de force qui sont, lorsqu'on pose l'arbre des séphirotes dans la fleur de vie, on voit des lignes qui rejoignent les différentes colonnes de l'arbre, et lorsqu'on place le squelette humain au sein de cette mandorle, on voit à la perfection se placer des points du corps. Par exemple, le sacrum, le coccyx, le point du coccyx se place exactement dans la semence, sur le plan médian de la semence. C'est-à-dire que le milieu n'est pas le chakra du cœur, mais le coccyx. Donc il y a cette information, c'est de là que se produit la montée de Kundalini, qui vont remonter jusqu'au cœur et jusque dans les chakras de la tête, mais ça part de la terre et ça monte par de ce lieu-là. Et voilà, il y a d'autres choses qui sont très très belles lorsqu'on place le corps humain, c'est qu'on voit que le diaphragme, dans tout ce qui va différencier les viscères du cœur et du poumon, sont les lignes de force rejoignent le centre de la fleur et certains points des colonnes de l'arbre des séphirotes. Donc ce sont des lignes de force qui sont inscrites dans la fleur bien avant la formation de l'humain. Mais l'humain est sous-tendu par cette trame originelle, et c'est ça dont parlait Charlotte tout à l'heure, c'est-à-dire que petit à petit, alors bien sûr on veille à pas être dans l'inflation quant à l'utilisation du mot champ akashique, parce que ce sont des champs extrêmement subtils et on ne capte pas directement les champs akashiques, c'est-à-dire que ce sont des champs intermédiaires qui manifestent de plus en plus l'information des champs akashiques à notre échelle. Donc c'est une progression de découvrement des champs, et la géométrie sacrée, voilà, c'est un chemin en fait de retrouvailles avec les champs originels et leur processus de recouvrement. Donc c'est ce qui se passe quand je suis inspirée, hein, c'est vraiment un travail d'inspiration. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que je suis avec ce compas. Et il y a eu des très très beaux rêves. J'ai tellement utilisé le compas. Une nuit, j'ai fait ce rêve merveilleux que dans la nuit, comme ça, je voyais descendre du ciel des compas qui descendaient partout du ciel. Et chaque pointe de compas activait un atome de mon corps et activait le mouvement de la fleur de vie dans le corps. Alors ça, c'est des rêves qui viennent directement de l'information de l'akasha. Le rêve est un moyen très naturel. Alors, il y a des rêves qui sont des rêves de nettoyage psychologique, bien sûr, mais il y a des rêves qui viennent directement, qui nous donnent une information du monde akashique et qui nous annoncent ce que nous allons réellement devenir, qui sont des retrouvailles avec l'être que nous sommes. Nous avons une double origine, nous avons une origine
purement de lumière et d'énergie, et une origine matière qui a été organisée et transmise par la procréation. Mais nous ne sommes pas que nés de la procréation. Donc la géométrie sacrée nous permet d'articuler en permanence, de mettre en résonance et notre origine, lumière, son, tout ce que l'on veut, vibration, les mots qu'on veut utiliser, et cette matière qui s'est organisée à partir de là. Et des lois apparaissent au fur et à mesure du tracé. Là, l'expérience pour moi aussi particulière du tracé, c'est qu'il y a toujours une étape où je suis arrêtée dans le tracé. Au moment où je suis arrêtée, je respecte toujours cet arrêt parce que ça se propage, en fait, l'information, grâce à la mise en forme par le tracé, donc l'extériorisation d'une information par le tracé, en fait, active sa contrepartie dans les champs subtils du corps et réinforme le corps de sa légèreté, de sa parfaite adéquation avec l'univers. Donc c'est un va-et-vient entre le tracé et l'intériorité, et à chaque fois il y a une augmentation, ça me rapproche des lois universelles. Ça me rapproche du sacré de façon très très simple, en fait. Donc c'est très méditatif, et petit à petit, le fait qu'il y ait une conscience humaine qui participe au tracé augmente le fait que ça devient des véhicules d'information. C'est pour ça que dans votre question, c'est pas la question du sens que moi j'y mets, c'est ce que ça évoque en vous. C'est vous qui posez la question. C'est votre résonance dans votre propre champ de cohérence. La mienne, c'est la mienne, mais c'est pas la mienne qui va vous servir. Ce qui va vous... Voilà. Donc il y avait quelque chose qui regardait. Eh bien, laissez-vous regarder. Il y a un très joli texte dans la Bible, dans les évangiles, où il y a cette phrase « Il la regarda et il l'aima ». Merci beaucoup.